traiter. C'est juste une initiation au langage C. Vous avez le choix de travailler soit avec Dev C++, soit avec CodeBlock. Moi, personnellement, je travaille avec CodeBlock. Il est plus simple, plus facile, d'accord, par rapport à moi. Donc, je ne vous exige rien. Même, vous pouvez utiliser d'autres plateformes. D'accord? Donc, vous avez le choix. L'essentiel, c'est de respecter bien la syntaxe du langage. D'accord? Pourquoi on fait en principe, vous allez me dire que le langage C, c'est un ancien langage, pourquoi on le fait toujours, etc. Moi, je vous dis que c'est vrai que c'est un ancien langage, mais c'est la base de tous les autres langages. D'accord? Même si vous remarquez, lorsque vous allez faire Java, vous allez remarquer que sa syntaxe se base sur le C, Python, Delphi. Enfin, Delphi se base sur le langage Pascal. Delphi, on l'utilise plus maintenant. Mais les autres langages comme C++, C#, ils se basent tous sur le C. D'accord? Le système d'exploitation Linux est fait en C. D'accord? Donc, c'est un langage très important et c'est un langage qui est proche de la machine. Pourquoi? Parce qu'il peut même gérer l'espace mémoire, etc. D'accord? Chose que les autres langages ne peuvent pas faire. Très bien. Donc, voilà grosso modo pourquoi on fait toujours le C. Même dans le scripting, quand vous allez faire le cours système, les TP, etc. Même quand vous irez, quand vous serez, Inch'Allah, dans des sociétés, vous allez voir que les scripts, la plupart des scripts se basent sur le C. D'accord? Donc, c'est un langage qui est très, très important. C'est la base de tous les autres langages. Si vous apprenez la syntaxe du C, les autres langages, vous n'aurez pas de difficulté à les apprendre. D'accord? Je peux commencer? Alors, je partage CodeBlock. Je vais vous montrer comment. Alors, je vous montre comment créer fenêtre de l'application. Bon, non, on n'est pas ça. Partager. Donc, prenez tous la série. Est-ce que vous arrivez à voir Est-ce que vous voyez ce que je vous ai partagé? Oui, madame. Oui, madame. Oui, très bien. Pourquoi ça me paraît comme ça? Si vous avez des problèmes, vous m'arrêtez, d'accord? Vous parlez, parce que parfois, je ne regarde pas ce que vous écrivez. Donc, il vaut mieux, voilà, il vaut mieux m'arrêter carrément, me parler pour vous écouter. Alors, la première des choses à faire pour créer un projet, c'est aller au menu File. Vous voyez tous? Madame. Très bien. Alors, New Project. Ensuite, une petite fenêtre va s'ouvrir pour... Voilà. Donc, vous voyez cette fenêtre, il faut choisir Console Application. Ensuite, cliquez sur le bouton Go. Et là, il va me demander, est-ce que je veux créer un projet C ou bien C++? Pourquoi il me demande ça? Parce que les compilateurs C maintenant n'existent pas. La dernière version a été faite en 2009. Donc, les compilateurs C sont remplacés par des compilateurs C++. D'accord? C'est pour ça qu'il me propose de soit C ou bien C++. Je sélectionne C, je choisis ici. Ensuite, je clique sur le bouton Next. Et là, il faudra donner un titre à votre projet. On va, par exemple, donner le titre série 1.
Et là, folder, il faut bien choisir un dossier dans lequel vous allez sauvegarder vos projets. Donc là, par exemple, moi, j'ai un dossier Algo 2020-2021, TD, TP, Algo L2. D'accord? Je le laisse tel qu'elle est. Vous pouvez créer un dossier TP Algo 2020, par exemple, et vous allez l'utiliser pour tous vos projets qu'on va faire durant le semestre. D'accord? Ensuite, je clique sur le bouton Next. Et là, il va me préciser, regardez bien, il faut confirmer qu'on a un GCC compiler. Parce que parfois, certaines versions code block, on peut l'avoir sans GCC compiler, sans le compilateur C++. D'accord? Donc, une fois que le compilateur est sélectionné, je clique sur le bouton Finish. Et voilà, il va me créer, regardez bien dans l'onglet projet, il m'a créé un projet qui s'appelle série 1 avec un dossier source. Je clique sur ce plus-là, elle a créé automatiquement la méthode ou bien la fonction main avec un message à l'intérieur, un message de test. Est-ce que c'est clair? Attendez, qu'est-ce que j'ai reçu? Très bien. Ok, donc je continue. Maintenant, on va essayer de faire le premier exercice de la série. Le premier exercice dit écrire un programme qui affiche un message bienvenue au cours d'algorithmique. Donc là, j'ai déjà le message Hello World. Là, la signature de la méthode de la fonction main est de int, ça veut dire elle retourne un entier. Et là, return 0 pour qu'elle retourne 0. Donc là, vous pouvez supprimer ça, vous pouvez mettre void quand vous pouvez laisser telle qu'elle est. D'accord? Sans rien. Donc là, je change uniquement le message Hello World par bienvenue. Alors, bienvenue au cours algorithmique. Maintenant, pour exécuter, je sauvegarde, CTRL S. Là, ça, cette icône, c'est pour compiler. Celle-là pour exécuter et celle-là pour compiler et exécuter en même temps. D'accord? Donc, je sélectionne directement celle-là. Il va compiler, ensuite lancer l'exécution. C'est un peu lent. Pourtant, c'est juste un message. J'attends l'exécution. Je ne sais pas pourquoi c'est lent. Peut-être parce que j'ai ouvert plusieurs fenêtres. Voilà. Est-ce que vous voyez la fenêtre d'exécution? La console. Sinon, je partage tous les... Madame, on la voit pas. Oui, parce que j'ai juste partagé... Attendez. Je vais arrêter ce partage et je partage tout l'écran. L'intégralité de votre écran. Voilà. Je partage. Et maintenant, voici la fenêtre d'exécution. Vous la voyez? Oui. Oui, madame. Bienvenue au cours d'algorithmique. Oui, madame. Donc, le message, très bien. Maintenant, je vais relire la suite. Alors, pour mettre fin à cette exécution, je clique sur n'importe quelle touche, d'accord? Et là, je retourne vers la série. Alors, comme deuxième partie, ajouter au programme des instructions de lecture de plusieurs variables X, Y, Z et CH de différents types, int, float, char et chaîne de caractères.
et affiche ensuite les valeurs saisies, inclure des messages pour guider l'utilisateur dans la saisie et l'affichage des données. Très bien. Donc, on va déclarer des variables. Int D, par exemple, à la fin. Alors, à la fin de chaque instruction, n'oubliez pas le point virgule. Si on l'oublie, CodeBlock va vous indiquer qu'il y a une erreur syntaxique. Float F, char Z, et le type chaîne de caractères n'existe pas en C. Le type chaîne de caractères et booléen n'existe pas en C. Donc, une chose à faire pour déclarer une chaîne de caractères, c'est de déclarer un tableau de caractères. Char, CH, et là, on verra, alors CH par exemple de 6 égale quelque chose. Je reviens vers ça tout à l'heure, d'accord? Je commence par les nombres, ensuite je reviens vers la chaîne de caractères. Alors, maintenant, pour guider l'utilisateur, comment guider un utilisateur? C'est en enrichissant notre programme par des messages. D'accord? Donc là, je demande à l'utilisateur, printf, alors, saisir un entier et un réel. Anti/n pour faire un saut de ligne. Ensuite, je lis, alors scanf, je dois lire d'abord un entier. Je sauvegarde l'entier. Dans quoi? Dans quelle variable? Réagissez avec moi. Dans quelle variable je sauvegarde l'entier? X. Et là, pour sauvegarder dans une variable, j'accède à son adresse mémoire. C'est pour ça qu'on met le i commercial. Ça veut dire j'accède à la zone mémoire où je définis D, je mets à jour sa valeur. D'accord? De même, alors scanf, je vais lire aussi un réel, %f, virgule, je le sauvegarde aussi dans f, la variable f. Maintenant, je vais afficher ce que j'ai saisi. Alors, printf, le nombre entier saisi est de points %d, virgule, le nombre réel saisi est de points %f, anti/n, virgule, l'entier saisi est sauvegardé dans D et le réel saisi est sauvegardé dans F. Point virgule. Il y a quelqu'un qui veut parler, je pense. Voilà. Maintenant, je vais sauvegarder, je compile et je lance l'exécution. On verra ce que ça va nous donner. Bienvenue au cours d'algorithmique, saisir un entier et un réel. On va saisir n'importe quelle valeur. Pour le réel, on va saisir un nombre négatif. Voilà, donc, et là, affiché. Alors, le nombre entier saisi est 12. Le nombre réel saisi est moins 345,6 fois 0. Par défaut, un nombre réel, on l'affiche avec 6 chiffres après la virgule. D'accord? J'ai saisi le nombre sans partie décimale. C'est pour ça qu'il a mis moins 345,6 fois 0. D'accord? Maintenant, je clique pour sortir du mode d'exécution. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à lire un caractère et une chaîne de caractères. Pour le caractère, alors printf, saisir un caractère, anti/n, point virgule. Scanf, pour lire un caractère, j'utilise le %c.
et je le sauvegarde dans et commercial Z. Je vais essayer d'imprimer le caractère saisi. Alors, printf, le caractère saisi est %C, alors, anti/n, et les sauvegarder dans Z. Là, remarquez bien une chose, hein, je vais exécuter et suivez-moi l'exécution. Suivez avec moi l'exécution. Vous allez voir qu'il ne va pas me donner la main à saisir un caractère. Je vais vous dire pourquoi. Alors, je saisis le nombre, le réel. Vous voyez, il ne m'a pas donné l'occasion pour saisir le caractère. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'il a pris le code ASCII de la touche entrée que j'ai tapée. Et donc, il n'affiche rien. D'accord? C'est du vide. Pour régler ce problème, soit vous avez deux choses. Soit je vide l'entrée standard, la mémoire tampon, on l'appelle mémoire tampon, soit je la vide avec la fonction fflouche, soit je mets ici un espace dans scanf. Si je mets l'espace dans scanf, regardez bien, je réexécute et je recompile. J'aurai, alors 12, 34 pour le réel. Vous voyez maintenant, il attend de moi la saisie d'un caractère. Je saisis n'importe quel caractère. G, par exemple, une lettre. Et là, le caractère saisi est G. Est-ce que vous avez compris? Donc, parfois, dans la lecture, c'est un problème qui se pose avec pratiquement tous les langages, hein, même avec Java. Donc là, pour lire un caractère, après la lecture d'un nombre quelconque, le compilateur récupère, parce que chaque fois qu'on saisit une valeur, on tape sur la touche entrée. Donc, il récupère le code ASCII de la touche entrée, il le met dans le caractère, ou bien la chaîne de caractères. C'est pour ça qu'il ne nous donne pas l'occasion pour saisir un caractère. Donc, une manière de régler ce problème, soit vous pouvez utiliser fflouche stdin qui permet de vider la mémoire tampon, d'accord? Ou bien mettre juste ici un espace avant le %C, d'accord? Donc, si on fait ça, on va là aussi vider la mémoire tampon et saisir et lire un caractère. C'est clair? Je vais mettre ça en commentaire. C'est juste pour savoir que la fonction existe au cas où vous avez à lire plusieurs chaînes de caractères. D'accord? Maintenant, pour la chaîne de caractères, il y a plusieurs possibilités. Alors, printf, saisir une chaîne de caractères. Donc, on peut saisir avec scanf, avec %S, et là, je sauvegarde le résultat dans CH. À votre avis, pourquoi je n'ai pas mis et commercial CH? Dites-moi. Parce que la chaîne de caractères est un tableau et le tableau, c'est déjà un pointeur. Très bien. Donc, le nom du tableau est un pointeur. Très bien. Donc, c'est pour ça que je ne mets pas le « et » commercial devant CH. Donc, si je l'ai comme ça, avec scanf %SCH, là, je peux lire ma chaîne de caractères jusqu'à la rencontre du caractère espace.
D'accord? Alors, je vais essayer d'écrire ce qu'on va saisir pour voir à peu près l'exécution. Alors, la chaîne saisie est %S, /n, th, 1 virgule. Là, je vais réexécuter, on verra. De caractères, là par exemple, saisir une chaîne de caractères. Regardez bien, je vais saisir une chaîne de caractères avec un espace. Qu'est-ce qu'il affiche? Il affiche uniquement la première partie. Pourquoi? Parce que scanf, avec tout simplement %S, il prend la chaîne de caractères jusqu'à ce qu'il rencontre le caractère espace et il s'arrête. D'accord? Par contre, on peut utiliser la fonction get qui permet de lire une chaîne de caractères. D'accord? Si j'utilise get, ch, là, je lis jusqu'à la fin de la ligne. D'accord? Alors, je réexécute, je recompile toujours et je réexécute. J'aurai 12. Je saisis n'importe quel. Ah, pardon, j'ai oublié de vider. Donc là, il faut utiliser fflouch, d'accord? Pour saisir la chaîne de caractères. Alors, std in. Voilà. Je réexécute. D. Saisir une chaîne de caractères. Regardez bien. Je mets des espaces. Et là, et la chaîne est bien tout ce que j'ai saisi jusqu'à la fin de la ligne. D'accord? Donc, pour lire des chaînes de caractères avec des espaces à l'intérieur, il faut utiliser gets. D'accord? On peut utiliser scanf, mais avec des paramètres avancés, pas uniquement %S. D'accord? On peut utiliser aussi scanf pour lire jusqu'à la fin de la ligne une chaîne de caractères, mais avec des paramètres avancés, crochet, chapeau. Je ne me rappelle pas exactement de la syntaxe qu'on doit mettre ici, mais je vais voir si quelque part, si je l'ai quelque part pour vous la donner, d'accord? Mais sinon, il y a la fonction get pour les chaînes de caractères. Là aussi, au lieu d'utiliser printf, elle est plus riche, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on peut afficher un message avec un nombre. On peut, s'il s'agit de juste une chaîne de caractères, on peut utiliser la fonction put ch. Là, ça va me permettre d'afficher directement la chaîne de caractères. D'accord? Donc, get, lire une chaîne de caractères. Put, affiche une chaîne de caractères. Donc là, lire une chaîne de caractères. Là, afficher une chaîne de caractères. Est-ce que c'est clair? Madame, vous pouvez voir le chat. Pardon? Est-ce que vous pouvez lire les messages sur le chat? Ah oui. C'est quoi le rôle de fflouch? Ah, d'accord. Je vous ai dit fflouch, stdin, elle vide la mémoire tampon. Regardez bien, j'ai mis un commentaire ici. fflouch, stdin, c'est l'entrée standard, qui est le clavier. D'accord? fflouch, c'est une fonction. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet de vider la mémoire tampon. Parce que je vous ai dit que lorsque je lis des nombres, et juste après, je veux lire des caractères ou des chaînes de caractères, par défaut, le compilateur prend, parce qu'à chaque fois qu'on lit un nombre, je passe d'une étape à une autre, je clique sur Entrée. Et donc, le compilateur va prendre le code ASCII de la touche Entrée, il le met dans le caractère ou bien dans la chaîne de caractères. Pour éviter ça, qu'est-ce qu'on fait? On vide le tampon, la mémoire temporaire.
D'accord, celle qui contient le code ASCII de la touche entrée. D'accord, donc c'est ça le rôle de la fonction fflouch. Regardez bien, si je vais désactiver fflouch ici et je réexécute. Alors, je saisis l'entier, le réel, le caractère. Là, il ne me donne pas la main à saisir la chaîne de caractères. Pourquoi? Parce qu'il a pris le code ASCII de la touche entrée. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il a affiché la chaîne cisée et rien. Pourquoi? Parce qu'il a pris ce qui était dans la mémoire tampon, il l'a mis dans la chaîne de caractères. Et ce qui était dans la mémoire tampon, c'était le code ASCII de la touche entrée. D'accord? Donc, pour régler ce problème, je dois faire appel à la fonction fflouch stdin qui permet de vider la mémoire tampon. Donc, ce problème existe même avec Java. Il faut toujours vider, après avoir lire un nombre, soit un entier, soit un réel, soit un short, soit un byte. Il faut toujours vider la ligne avant de lire une chaîne de caractères. D'accord? Par contre, si je lis une chaîne de caractères ou un caractère avant, je n'aurai pas de problème pour la lecture des nombres juste après. D'accord? C'est l'inverse qui pose problème. Je réexécute maintenant. Regardez bien. Il va me donner la main à saisir une chaîne de caractères. Là, il attend que je saisisse une chaîne de caractères. Et voilà, la chaîne de caractères est bien affichée. C'est clair maintenant? Madame, Oui. la fonction put.ch, Oui. c'est pour écrire une chaîne de caractères. Pour écrire la chaîne de caractères, voilà. Exactement. Madame, elle saute la ligne. Oui, bien sûr, le saut de ligne est inclus dans la fonction put. Par contre, printf, si je compare entre put et printf, printf ne fait pas un saut de ligne automatique, d'accord? Mais elle est plus riche que put. Put ne peut pas afficher une chaîne de caractères suivie d'un nombre, d'accord? Par contre, regardez bien, si on compare printf, j'affiche ce texte-là, suivi D'un du nombre. contenu de ch. Avec put, je ne peux pas faire ça. Elle est plus riche. Voilà, printf est plus riche, mais si vous avez à manipuler des chaînes de caractères juste affichage de ce que vous saisissez, il vaut mieux utiliser put sans avoir à, par exemple là, ici, je peux mettre put saisir un entier et un réel, tout simplement, au lieu de le faire avec printf. D'accord? Oui, madame. Très bien. Maintenant, je vais revenir, regardez bien ici, quand j'ai déclaré la chaîne de caractères, je l'ai déclaré comme étant un tableau de caractères avec 6 chiffres. D'accord? Alors là, je vais changer de nom. Sinon, je rajoute une deuxième chaîne de caractères. D'accord? Alors, CH1 de 6 égale alors, là, je précise qu'il s'agit de 6 caractères. Là, quand on a déclaré CH avec 6 caractères, mais on n'a pas initialisé la chaîne. Je l'ai initialisé à vide, c'est tout, d'accord? Ensuite, au moment de l'exécution, j'ai demandé à l'utilisateur de saisir une nouvelle chaîne. Donc, ça veut dire que j'ai écrasé ce que j'ai initialisé dans CH. C'est pour ça que je n'avais pas de problème lors de la lecture. Par contre, regardez bien, si je déclare comme ça CH1 avec 6 caractères et je l'initialise par exemple à bonjour. Et on va essayer d'afficher CH1 telle qu'elle est. Regardez bien. Printf. La chaîne CH1 et %S. Donc, /n. Alors, virgule CH1. Vous allez voir ce qu'il va m'afficher et je vais vous dire pourquoi il va afficher ça. Alors,
Ah, j'aurais dû désactiver ces premières instructions. Vous avez vu comment il a affiché la chaîne CH1? Bonjour. Et puis, SSSSSSS. D'accord. Vous savez pourquoi? Parce que ici, j'ai déclaré un tableau de caractères avec une taille de 6. Donc, il va prendre 6 lettres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, il manque une case pour le R et aussi une autre case pour le caractère de fin de chaîne. D'accord? Donc, quand il va prendre, le compilateur va prendre CH1 avec bonjour, qu'est-ce qu'il va faire? Il doit toujours chercher le caractère de fin de chaîne pour valider la chaîne de caractères. Il ne trouve pas. Il trouve dans la case qui est supposée dédiée au caractère fin de chaîne, il trouve le U. Alors, la chaîne est considérée comme étant une chaîne erronée. D'accord? Donc, une chose à faire pour régler ce problème est calculer le nombre exact de la chaîne d'initialisation et rajouter un 1. D'accord? Donc là, j'ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 8. Donc, 7 caractères plus 1. Une case pour le caractère fin de chaîne. D'accord? Ou bien, ne pas préciser la taille et laisser le compilateur compter lui-même le nombre de caractères pour ajouter une case pour le caractère fin de chaîne. Est-ce que cette remarque est claire? Donc, je répète, pour initialiser une chaîne de caractères, il ne faut jamais donner le nombre exact de caractères. C'est tout. Ça sera une chaîne erronée. Vous n'aurez pas de problème syntaxique, mais c'est une chaîne erronée pour le compilateur. D'accord? Donc, il faut soit compter le nombre de caractères exact et ajouter 1, plus 1, ou bien ne pas préciser la taille. Donnez juste votre chaîne d'initialisation et laissez le compilateur compter le nombre de caractères pour qu'il ajoute 1. D'accord? C'est une remarque importante. Maintenant, je vais réexécuter pour voir si le problème est réglé. Caractère. Vous voyez maintenant, la chaîne CH1 est bonjour. Il a affiché telle qu'elle est. D'accord? Donc ça, c'est une remarque importante parce que lors de la manipulation des chaînes de caractères, il faut toujours faire attention à ça. Est-ce que c'est clair? Je jette un coup d'œil sur vos commentaires. Oui, même si on a des caractères, hein, je réponds à Mamri. D'accord. Alors, pour Bouchakour, Kibir, oui, je pense que c'est celle-là la syntaxe. Hein, pourcent, je me rappelle qu'il y a crochet, chapeau, anti/n, etc. D'accord, normalement, c'est ça. C'est ce qu'on appelle des paramètres avancés de la fonction scanf. D'accord? Mais sinon, vous avez la fonction qui permet de lire des chaînes de caractères jusqu'à la fin de la ligne. C'est get, donc il vaut mieux utiliser directement get. C'est clair? Alors, maintenant, je vais revoir. Alors, inclure les messages, c'est bon, on a terminé. Le point 3. Alors, le point 3 de la série, ajouter une instruction pour afficher Y avec 2 chiffres après la virgule.
Que se passe-t-il si l'utilisateur saisit une chaîne de caractères qui dépasse la taille maximum prévue pour CH? Ça, je l'ai déjà fait. D'accord? Et maintenant, pour afficher deux chiffres après la virgule, c'est juste la syntaxe. Ici, il est où printf ou là. Là, lors de l'affichage du nombre réel, au lieu de mettre directement %f, je mets %.2f. D'accord? Pour dire que deux chiffres après la virgule du réel. Et là, on va réafficher, réexécuter pour voir. Par exemple, moins, virgule. Donc, il va l'afficher arrondi. D'accord? 34,00. D'accord? Donc, pour les nombres négatifs, le C utilise le complément à 2. D'accord? Vous avez vu le complément à 2 en première année en CRI. Donc, le langage C utilise le complément à 2 pour la représentation des nombres négatifs. Est-ce que c'est clair? Donc, %.2f pour afficher le réel avec juste deux chiffres après la virgule. D'accord? Alors là, normalement, c'est bon, on a terminé l'exercice 1. Si c'est clair, je passe à l'exercice 2. Écrivez-moi vos commentaires. Si c'est clair, j'avance. Madame, Oui. mais là, il vous a affiché 2 zéros après la virgule, pas deux chiffres après. Oui, parce qu'il a pris l'arrondi, d'accord? Pourquoi? Il a pris l'arrondi. L'arrondi. Mais il ne peut pas afficher directement vos deux chiffres. Non, il élimine pas les chiffres, d'accord? Il affiche le nombre arrondi. Soit l'arrondi supérieur, soit l'arrondi inférieur. D'accord? Vous vous rappelez de la notion de la virgule flottante, etc. de première année, CRI. Avec simple précision ou double précision, d'accord? Donc, il affiche toujours l'arrondi. Il prend l'arrondi. Maintenant, si par exemple, je saisis un nombre avec des virgules qui sont proches de l'arrondi supérieur, il affiche, par exemple, si je saisis 35,88, 9, etc., il va afficher 36. D'accord? Il prend toujours l'arrondi, soit l'arrondi supérieur, soit l'arrondi inférieur. D'accord. Quoi d'autre? C'est bon? C'est bon, je passe. Je passe à l'exercice. Oui. Si on veut genre afficher son arrondi, est-ce qu'il y a une méthode ou bien il affiche toujours avec Non, l'arrondi? vous savez, ça c'est géré au niveau du système, d'accord? C'est géré au niveau, quand le langage a été conçu, il a été conçu avec ça. Par exemple, pour les nombres négatifs, le C n'utilise pas le SVA ou bien le complément à 1. Il a été fait avec le complément à 2. Oui, d'accord? C'est des choses qui ont été faites avec le langage. Donc, on ne peut pas les changer, on ne peut pas jouer sur ça. Il y a des fonctions de conversion, etc. Mais pour la manipulation des nombres, comme les nombres négatifs, les nombres réels, etc., on a des standards, d'accord? Mais madame, sinon ça sert à rien d'afficher 2 zéros ou bien 4 zéros après la virgule. Oui, laissez le nombre tel qu'il est. Ça, c'est juste un affichage, d'accord? Réellement, on ne change pas le nombre, d'accord? Quand on va manipuler le nombre, on ne va pas le manipuler avec 2 chiffres ou 4 chiffres après la virgule. On va le manipuler avec les 6 chiffres, d'accord? Ah, d'accord. Merci. Ça, c'est juste un affichage. Il l'affiche avec un arrondi, soit supérieur, soit inférieur. D'accord? D'ailleurs, quand on lit un nombre réel, là, on ne peut pas préciser, on précise la lecture d'un réel, c'est tout. Je ne peux pas dire, je lis un réel avec 2 chiffres après virgule ou 4 chiffres.
D'accord? Je lis un réel tout court. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Très bien. OK. Alors, maintenant, pour l'exercice 2, là, pour l'exercice 2, je peux copier le code. D'accord? Je vais copier le code directement et on va l'exécuter. Alors, je ne sais pas, vous voulez que je crée un nouveau projet ou bien je supprime ce que j'ai fait pour copier le code source de l'exercice 2. Qu'est-ce que vous préférez? Madame, Oui. ديري كاع الكود سورس هذاك ما بين ديري فيه كومونتير خلاص. كتبي Hmm. Ok. بلا ما تكريي نوفو دوسي. Parce que, est-ce que vous voulez que je vous envoie ce qu'on a fait aujourd'hui? Madame. Oui, خلاص, madame. Donc, ok. Sinon, je préfère créer un nouveau projet. Hein. Puisque je vous envoie ce qu'on a fait aujourd'hui, donc je préfère créer un nouveau projet. Akda pour avoir chaque exercice à part. Alors, j'appelle le projet série 1. Exodo. Voilà. Et toujours dans le même dossier. Next. Voilà. Donc, il a créé un nouveau projet. Voilà. Et là, je vais supprimer ça. Et je le remplace parce que j'ai copié. Alors, int x. Donc là, on a créé un entier qui s'appelle x. On a déclaré. On a déclaré ch avec 20 caractères. La taille d'un entier est size of. Donc, la fonction size of retourne la taille d'un type. D'accord? Pour le type entier, les entiers sont sur 4 octets. D'accord? Donc, si x, il est de type int, donc il aura la même taille qu'un entier. Size of long, size of ch. Alors, ch, la taille d'un caractère est un octet. D'accord? Donc, pour ch de 20 caractères, on verra ce qu'il va nous afficher, combien. Alors, je vais l'exécuter. La taille d'un entier égale à 4, c'est en termes d'octets. La taille de la variable x égale 4. Pourquoi? Parce que x, elle est de type int. La taille d'un réel aussi est de 4. La taille d'un entier lent est de 4 aussi. Sur certaines versions, la taille d'un entier lent est de 8. D'accord? Sur certaines versions. Et la taille de la variable ch égale 20. 20 caractères. La longueur de la chaîne ch égale 3. Je ne sais pas pourquoi il a mis 3. On n'a rien mis dans la chaîne ch. Attendez, ne pas confondre avec size of. Donc, strlen, c'est une fonction qui retourne le nombre de caractères de la chaîne. D'accord? Donc là, la chaîne est vide, on ne l'a pas initialisée. Normalement, il devrait nous afficher 1. Pourquoi il a affiché 3? Je ne sais pas. Il devrait afficher 1 juste pour le caractère de fin de chaîne. D'accord? Et là, la fonction getChar, regardez bien, getChar, elle attend que l'utilisateur saisisse un caractère. GetChar, get caractère. Récupérer un caractère. Je tape n'importe quel caractère, entrée, et c'est la fin de mon programme. D'accord? Il y a la fonction getChar, il y a getCH et getChe. GetChar permet d'afficher le caractère saisi par l'utilisateur. D'accord? Si je change ici à getCH, regardez bien, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, vous avez 3 fonctions pour mettre fin à un programme.
Là, donc il affiche toujours 3, peut-être qu'il a mis des caractères, je ne sais pas, des caractères spéciaux, hein. D'accord? En tout cas, strlen, c'est une fonction qui permet de retourner le nombre de caractères dans une chaîne de caractères. Elle ne compte pas le caractère de fin de chaîne. D'accord? Elle ne le compte pas. Quand une chaîne est initialisée. D'accord? Donc là, get, ch. Alors, vous voyez, j'ai tapé F, mais je n'ai pas vu le caractère tapé. Donc, getChar attend que l'utilisateur saisisse un caractère et affiche le caractère saisi. getCh attend que l'utilisateur tape un caractère, mais elle n'affiche pas le caractère tapé. Il y a aussi get avec E. D'accord? Normalement avec E, si je me rappelle bien. Et là, regardez bien, j'ai tapé F, j'ai vu le caractère tapé. Là, on utilise ces fonctions-là pour mettre fin à un programme, pour attendre que l'utilisateur réagisse pour mettre fin au programme. Aussi, si vous avez une application dans laquelle, par exemple, vous demandez l'avis de l'utilisateur, oui ou non, etc., vous pouvez récupérer le caractère et faire un traitement. D'accord? Je jette un coup d'œil sur les commentaires. Non, pour calculer la taille de la chaîne de caractères, la taille, ça veut dire le nombre de caractères, on utilise la fonction strlen. Quand on arrive aux chaînes de caractères, on va voir ça, d'accord? Je ne sais pas s'il y a des exercices sur les chaînes de caractères au niveau de la série numéro 2, mais on saura comment avoir le nombre de caractères, comment strlen fonctionne, d'accord? Par contre, sizeof, c'est une fonction qui vérifie la taille du type, le type, d'accord? Voilà. Donc, strlen, c'est la taille, elle nous donne la taille de la chaîne, le nombre de caractères de la chaîne. Retourne. Alors, elle retourne le nombre de caractères de la chaîne. Bon, j'étais en train d'écrire. Voilà. Et par contre, sizeof, retourne la taille. Par exemple, sizeofchar, c'est 1. D'accord? Alors, sizeofchar, c'est 1. Là, on a dit sizeof, ch. ch, il est de type char et on a réservé 20 cases pour le type pour ch. D'accord? Donc, il va nous afficher 20. Par contre, si je change le type ici à int, et là, je mets cette instruction en commentaire. Là, regardez bien qu'est-ce qu'il va nous afficher pour sizeof ch. Il nous a affiché 80. Pourquoi 80? 20 fois 4. D'accord? C'est le nombre de cases fois sizeof, le type. Sizeof int, c'est 4. Donc, 20 fois 4, c'est 80. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair pour la différence entre sizeof et strlen? Très bien. Madame, acceptez sizeof ch. Oui. Oui, on peut mettre comme ça, sizeof ch. Ça veut dire la taille de ce type ch. ch, c'est un tableau d'entier. Et le tableau, il est déclaré avec 20 cases. Donc, chaque case fait 4 octets. D'accord? Chaque case contient 4 octets. Donc, 4 fois 20, c'est 80 octets. Donc, 80 octets seront réservés pour ch. Par contre, strlen, c'est une fonction
pour les chaînes de caractères, d'accord? Donc, elle retourne le nombre de caractères, la taille, mais tu fais une fois le type ou là, d'accord? Une chaîne de caractères, tu as le nombre de caractères de la chaîne. D'accord? D'accord, madame. A, c'est H. Voilà. C'est bon? Si c'est clair, j'avance. La question 2. Alors, la question 2. Définir un type structuré étudiant comportant un matricule, nom, prénom, date de naissance. On définira un type date pour la date de naissance, statut, filière et année d'études, inclure une instruction qui affiche la taille de ce type structuré. Très bien. Donc, on va d'abord déclarer une structure. Alors, en général, les types structurés, on les déclare en dehors de main pour pouvoir les utiliser dans toutes les fonctions du programme. Là, on a uniquement la fonction main, donc on peut le déclarer à l'intérieur comme je peux le déclarer à l'extérieur, d'accord? Alors, pour déclarer un type prédéfini, un type structuré, ça veut dire un type qui est composé, un type personnalisé, donc il faut le faire avec type def. Type def stalact. C'est un enregistrement, d'accord? Type def stalact, on va commencer par la date. Donc, pour la date, j'ai le jour, mois et année. Jour, mois, année. Point virgule, de type int. Et j'appelle ma structure date. D'accord? Ensuite, je déclare aussi la structure étudiant. Type def, stalact. Qu'est-ce qu'il a l'étudiant? Je regarde encore. Matricule, nom, prénom, date de naissance. Alors, matricule, c'est un entier. Matricule. Le nom, et c'est un caractère, c'est une chaîne de caractères, donc un tableau de caractères. On va dire de 20. Le prénom aussi. Prénom. De 20 aussi. Quoi d'autre? Date de naissance. Alors, pour la date de naissance, elle est de type date. Alors, date. Date. Naissance. Quoi d'autre? Statut. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire le statut. Filière et année d'études. Alors, statut, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire par statut, statut d'un étudiant. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi le statut d'un étudiant? Madame, je pense que c'est sa situation, non? Situation mariée ou divorcée? Je pense pas. En tout cas, c'est pas grave, d'accord? On le définit quand vous voulez. C'est quand vous voulez. Donc, statut, on va dire char, statut, de 10 par exemple, en virgule. Et puis, filière aussi. Filière, on va dire c'est un char de 10 par exemple. Donc, et puis, année d'études, int, année d'études. Et j'appelle la structure étudiant. D'accord? Maintenant, je vais rajouter ici, size of, étudiant. Alors, je déclare étudiant ET, par exemple. Et là, printf, on verra qu'est-ce qu'il va nous donner sur size of. D'accord? Printf, la taille d'un étudiant ou d'un type étudiant est %d anti/n, virgule, size of ET.
On va exécuter, on verra qu'est-ce qu'ils vont nous donner, puis on va calculer. La taille d'un étudiant est 80. Regardez bien, on va calculer. Matricule, il est de type int, donc 4. Le nom, 20 plus 20, 40, donc 44. Date de naissance. Date de naissance, j'ai le jour, le mois et l'année. Donc 4, 4, 4, 12. Ensuite, 10 plus 4. Est-ce que ça donne 80? Alors, 20, 20, 50, 60. Déjà, pour les chaînes de caractères, j'ai 60. Oui, madame, c'est 80. C'est 80, donc c'est ça. Donc, comme ça, vous saurez ce que ça veut dire size of. Donc, size of, c'est la taille de la variable par rapport à son type. D'accord? Ça veut dire le nombre d'octets que je vais réserver pour le type étudiant. Donc, pour le type étudiant, le compilateur va réserver un espace mémoire de 80 octets. Est-ce que c'est clair? Donc, avec cet exercice, on a revu la syntaxe pour déclarer un type structuré. D'accord? Donc, là, j'ai déclaré une structure qui s'appelle date et là, une structure qui s'appelle étudiant. Et là, j'ai déclaré un élément de la structure étudiante que j'ai appelé ET. Madame, Oui. كيما قبل افيشينا لا طاي تاع سي اش علاش افيشات لنا 80 قلت لنا ياك شاك كاركتير parce que j'ai changé. J'ai changé هنايا رجعته int. شوف نعاود نرجعو int. Int هو c'est un tableau de 20 cases. Donc chaque case فيها 4 octets. Pourquoi? Parce que c'est H est de type int. Ah d'accord. D'accord, je réexécute donc tu trouves pas ça. Allez. La taille de la variable CH égale 80 parce que c'est un tableau de type int, fait 20 cases, chaque case fait 4 octets. Donc 4 fois 20, c'est 80. D'accord? Là, je reprends, je refais le type. Voilà. Voilà, c'est tout pour l'exercice 2. Vous voyez, c'est des exercices faciles. Et en même temps, pour s'entraîner, c'est des très bons exercices pour commencer, d'accord? Pour l'exercice 3. L'exercice 3, c'est l'ordre de priorité, c'est les opérations arithmétiques et logiques avec ordre de priorité. D'accord? Ordre de priorité, par exemple, là, y égale plus i fois 4. Donc, ça, c'est une pré-incrémentation. Ça veut dire que j'incrémente d'abord le i et je le multiplie par 4. Et là, c'est la post-incrémentation. Et plus fois 4. D'accord? Donc, j'incrémente le i, ensuite, je le multiplie par 4. Pour mettre la nouvelle valeur dans y. D'accord? Je le copie aussi. Je vais copier cet exercice. Là, je peux laisser cet exercice tel qu'il est. Je rajoute, d'accord? Je mets un commentaire. Exercice 3. Je le copie. Et la suite. Voilà. Je vais mettre tout ça en commentaire. Après, je refais. D'accord? Voilà. Alors, on va regarder l'exercice 3. C'est pas trop pour vous? Je peux continuer. Oui. Oui, madame. Très bien. Parce que j'aimerais bien que la semaine prochaine, on fera les pointeurs en présentiel. Alors, donc là, regardez bien. J'ai un entier I initialisé à 3. J'ai un entier Y, Z, B, C. Et un réel X. Alors, Y égale 3 modulo I plus
27. À votre avis, quelle est la valeur de y avant de lancer l'exécution? 3 modulo i. I égale 3. Donc, 3 modulo 3. Quel est le reste de la division de 3 sur 3? 0. 0. Donc, la valeur à afficher pour y. Donc là, je vais mettre un caractère, plutôt un commentaire. Y égale 27. Ensuite, là, z égale 3 modulo i plus 27. Ça veut dire, c'est le reste de la division de 3 sur, regardez bien les parenthèses. Donc là, je dois faire d'abord la somme, i plus 27. Ça me donne combien? Le i, il est égal à 3. Donc 3 plus 27, ça donne 30. Le reste de la division de 3 sur 30, c'est combien? À votre avis? 30. Le reste de la division de 3 sur 30. 3, putain. Division entière. D'accord. Donc, le résultat, c'est 0 et le reste, c'est 3. Ensuite, est-ce que c'est clair? Donc là, puisqu'il n'y a pas de parenthèse, le modulo est prioritaire par rapport à l'addition. D'accord? Par contre, là, si vous voulez faire la somme avant le modulo, je dois inclure les parenthèses. Donc, les parenthèses sont prioritaires. Le compilateur va exécuter d'abord ce qu'il y a à l'intérieur des parenthèses. Ensuite, il exécute le modulo. D'accord? C'est clair? Ensuite, là, pour B, regardez bien le B. Le B égale 10 supérieur à 5 ou moins 1 supérieur ou égal à moins 2. Donc là, et 4 inférieur à 3. Le compilateur, qu'est-ce qu'il va faire ici? Qui est l'opérateur le plus prioritaire? Le I ou bien le O? Le I logique ou le O logique? C'est le I logique, d'accord? Je ne sais pas si vous avez écrit un commentaire. Voilà, c'est le I logique, bravo. Ensuite, donc qu'est-ce qu'il va faire le compilateur? Il va calculer d'abord cette expression et qu'est-ce qu'il va trouver? Faux, vrai ou faux? Donc celle-là, moins 1 supérieur ou égal à moins 2, vrai. Et 4 inférieur à 3, faux. Donc vrai et faux, ça donne faux. Ou 10 supérieur à 5. 10 supérieur à 5, vrai. Donc, vrai ou faux. Ça donne vrai. D'accord? Donc, B égale vrai. Ensuite, le C. Regardez bien, pour le C, on a... Oui. Madame, on a déclaré Désolé, madame. comme étant un entier. B, il affiche vrai ou 1? Là, non, il affiche 1. Ah, Ça, c'est juste un commentaire. Je vous ai dit, le type booléen n'existe pas. D'accord? Le type booléen n'existe pas. N'existe pas en C. Et le type string aussi, chaîne de caractères. Donc là, sinon j'écris B égale 1 pour ne pas confondre les choses. Donc là, C égale 10 supérieur à 5 ou là, on a rajouté les parenthèses. Donc, le compilateur va exécuter d'abord ce qu'il y a à l'intérieur des parenthèses pour passer au reste. Donc, il va évaluer l'expression 10 supérieur à 5 ou moins 1 supérieur ou égal à moins 2. Donc, cette expression-là, elle est vraie. Et, donc, vrai et faux, ça donne faux. Donc là, C égale 0. C égale 0. J'exécute pour voir ce qu'on a fait jusqu'à maintenant avant de passer. Voilà. Donc, la première partie, regardez bien, jusque là. Jusqu'au commentaire que j'avais fait. 27, donc Y égale 27. Z au T. La valeur de Z est, voilà, la valeur de Z est 3. La valeur de B est 1. La valeur de C est 0. D'accord?
Ensuite, je continue. Là, plutôt Y égale plus I fois 4. Ça veut dire quoi cette expression? Ça veut dire que j'incrémente le I, ensuite je le multiplie par 4 et je mets la valeur dans Y. I, initialement, il a été initialisé à 3. Donc, si j'incrémente le I, j'aurai I égale 4. 4. Très bien. Et le Y? 16. 4 fois 4. 4 fois 4 égale 16. Voilà. Ensuite, là, je remets le I à 3. Et le Y égale I fois 4. Ensuite, et plus fois 4. Ça veut dire quoi cette écriture? Ça veut dire que je multiplie d'abord le I fois 4. Je le mets dans Y. Ensuite, j'incrémente le I. Donc là, le I devient aussi 4. Et le Y, 3 fois 4, c'est 12. D'accord? Oui ou non? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la post-incrémentation. Ça veut dire que je fais d'abord l'opération, ensuite j'incrémente. Madame. Hein? Ah, de l'écriture. C'est quoi la différence entre plus I et I++? En tant que chef, plus I, c'est la pré-incrémentation. Ça veut dire j'incrémente d'abord. D'accord? S'il n'y a pas d'opération attribuée ou bien ajoutée à ça, le résultat final, c'est équivalent. D'accord? Plus I ou I++, le résultat final sur I est équivalent. Par contre, si je mets, regardez bien, cette instruction-là, l'instruction, je vais vous dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que je fais I++, suivi de Y égale I fois 4. D'accord? C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire j'incrémente d'abord le I, ensuite je le multiplie par 4 et je le mets dans Y. Par contre, cette écriture, la deuxième écriture, Y égale I fois 4, ensuite je mets I++. Vous voyez? Donc, si je n'avais pas Y ici, l'instruction Y égale I fois 4 ou là et là, j'aurai le même résultat sur I, pour I. D'accord? Par contre, là, regardez bien, puisque j'ai Y qui sa valeur change selon la valeur de Y, dans ce cas, j'incrémente d'abord le I, ensuite la nouvelle valeur, je la multiplie par 4 et je mets le résultat dans Y. Et là, je multiplie d'abord I fois 4, je le mets dans Y, ensuite j'incrémente le I. Est-ce que c'est clair? مدام الكود سورس يتقرا من لا غوش لا دروات ومن الفوق للتحت دونك كي ندير اي بلس ولا بلس اي هو حيقرا من لا غوش لا دروات دونك سي لا ميم شوز Non, ماشي كيما l'incrémentation. لا على بالي l'incrémentation الا درت الانستركسيون y رسوا اي فوا 4 قبل اي بلس دونك يحسب y باش ينكريمونتي اي لو كان لا attends. هذه l'écriture واش معناها؟ معناها plus I, ça veut dire j'incrémente d'abord le I, je le multiplie par 4 et je mets le résultat dans Y. D'accord? Oui, j'incrémente. J'incrémente le I, c'est équivalent à incrémenter I et je fais l'opération Y égale I fois 4. Parce que Hedoma réellement, c'est deux instructions. C'est une instruction composée, d'accord? Elle est composée de deux instructions, incrémentation et multiplication. D'accord? Par contre, ici, je fais d'abord la multiplication. Je multiplie d'abord I fois 4. On va dire I++. D'accord? Donc là, Y égale I fois 4. Ensuite, je mets I++. C'est clair? Et c'est ça, c'est ce qu'on appelle la pré-incrémentation et la post-incrémentation.
L'objectif de cet exercice, c'est de vous montrer la priorité entre les opérateurs. D'accord? Madame, Oui. ici, Y égale 13, ماشي 12. علاش 13 Oui. Y. وعلاش pour 3 fois 4 12 par l'incrémenté par 1. Je n'incrémente pas, j'incrémente le I. D'accord? Ah, d'accord. C'est le I que je suis en train d'incrémenter. هنا ما درتش Y. Je n'ai pas mis Y plus. Je mets I plus. D'accord? J'entends ma voix. Ah, c'est bon. Il a désactivé son... Très bien. Donc là, ici, je trouve Y égale 12. Ensuite, là, I égale 3. Je remets le I à 3. Et là, Y plus égale plus I fois 4. Donc, plus I fois 4. Donc, 16. Alors que l'ancienne valeur de Y, c'était 12. Donc, 12 plus 16. Et ça me donne combien? Ça me donne combien? Alors, 12 plus 16, c'est 28. Donc là, Y égale 28. D'accord? On verra les résultats tout à l'heure. Ensuite, je remets le Y à 12. Et là, Y plus égale I plus fois 4. Donc, I fois 4. Le I, est-ce qu'on la remet à 3? Non. Donc, le I, il est égal à 4 ici. Pardon, j'ai oublié le I. I égale 4. Donc, 4 fois 4, 16. 16 plus 12. Oui. Pardon? Madame, s'il vous plaît, هذيك ال 28 j'ai pas compris كيفاش جبناها. هاي لك شوفي من جبناها. Y plus هاد l'instruction. Y plus égale plus I fois 4. Le I راهو 3. Je l'incrémente. Il y a 4. Oui. 4 fois 4. 16. L'ancienne valeur de Y, c'est 12. Ah, ok. Oui. D'accord. Donc, 12 plus 16, c'est 28. Où le I égale 4. Oui. Et là. Merci. C'est mon devoir. Et donc là, pour l'instruction suivante, Y, je remets le Y à 12. Y plus égale I plus fois 4. Donc, avant de l'incrémenter. Regardez bien, le I égale à 4. Le I égale à 4. Donc, 4 fois 4, c'est plus 12, 28 aussi. Donc là, Y égale 28. 5, non? لا مازال ما لحقناش الاي جوستومون اي معناتها هنايا 5 d'accord بصح je l'incrémente après l'opération je l'ai pas incrémenté avant او جاي مور le i c'est le contraire là oui d'accord voilà et ensuite celle-là regardez bien x on l'a défini comme de quel type x c'est un float i sur z i c'est un entier et z c'est un entier. Le i égale à combien? Le i, il est égal à 5. Oui. Pour le z, la dernière valeur de z, c'est 3. Donc, 5 sur 3. Voilà, ça veut dire 5 sur 3. Ça va me donner combien pour x? 1. يساوي x. Hein? Sachant que x est un réel. Le i c'est un entier et le z est un entier. Donc là, il va me donner, regardez bien, x va être égal à combien? 1. Il affiché 1,00.
D'accord. Pourquoi 1? Parce qu'il va diviser deux entiers, donc il va faire automatiquement une division entière. Le I est un entier et le Z est un entier. I div Z me donne résultat de la division entière. Elle va me donner 1. Et comme le X, il l'affiche comme un réel, donc il le des zéros après la virgule. D'accord. Madame, نديرو une division entière هكا و en même temps يافيش لنا الفلوس normal. Il affiche le résultat réel. Oui. Donc là, l'instruction avec le résultat, c'est la fonction permet, c'est ce qu'on appelle le cast, le cast, ça veut dire je force. Force, oui. Je force le résultat à être un réel. Pourquoi? Parce que le I c'est un entier et le Z c'est un entier. Si je divise deux entiers, il prend, le compilateur va prendre par défaut, va faire une division entière. Donc, pour régler ce problème, je fais le cast, ça veut dire j'oblige que la division soit une division réelle. Ou هنايا يعطيلك de شحال 1, je ne sais pas. D'accord? Donc là, x égale 5 sur 3, donc 1, il va rester 2, 1,7, là je ne sais pas combien, d'accord? 1,7, on verra le résultat, d'accord? Maintenant, je vais exécuter. Voilà. On va comparer les résultats avec les commentaires que j'avais mis. Alors, la valeur de C, c'est bon, ça y est, on a traité cette partie. Alors, Y égale 16 et I égale 4. Ensuite, Y égale 12 et I égale 4. Ensuite, Y égale 28 et I égale 4. Ensuite, Y égale 28 et I égale 5. Ensuite, la valeur de X est de 1,00, je vous l'ai dit. Il a rajouté les zéros parce que le X est un réel. Et la valeur de X, après avoir forcé la division, pour qu'elle soit une division réelle, il a affiché le bon résultat qui est 1,66667. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, l'objectif... Madame, oui. Juste une question, s'il te plaît. Oui, bien sûr. نقدروا نديروا ريتيرن زيرو مع الاخر ولا نديروا جيت شار هادو كاع سون دي سورتي. قلت لك نقدروا نديروا ريتيرن زيرو كي نديروا هنا في المين انت. اوكي. انا نحيتها، داكور نحيتها. وجيت شار هذه تقدر تنحيها. Get char, l'utilisateur attend que l'utilisateur saisisse un caractère pour mettre fin à l'exécution, c'est tout. مادام الناس دير جيت كار باش تبلوكي ليكرون تاع لانفيتي دي كوموند باسكو كاين اللي تخرج له ايرور شاك فوا يكومبيلي يخرج له لانفيتي دي كوموند يعاود يخرج دونك يدير جيت كار باش يبلوكي ليكرون. كيفاش؟ فونكسيون جيت كار بزاف ناس ديرها باش تبلوكي ليكرون تاع لانفيتي دي كوموند كي تكومبيلي هذاك لانفيتي دي كوموند يتبلوكا جون ما يروحش. كي يديروه افيك ان ايديتور دو تكست كيما سبلايم تكست. هنايا سي سبيسياليزي تاع سي داكور دونك on n'aura pas avec le problème. Mais c'est une fonction qui existe. قلت لك هذه l'utilité تاعها كي تحب par exemple tu demandes à l'utilisateur de te confirmer oui ou non O ou la N. Donc tu récupères هذاك le caractère et tu fais un traitement après. D'accord? Ou là هنا juste pour ne pas fermer directement l'exécution. On peut ne pas mettre. Regardez bien, si je mets en commentaire, il s'exécute, voilà, c'est la fin. D'accord? هذه la fonction تبلوكي ما تديرلكش fin directement. تبقى تستنى حتى تعطي لها انت l'accord pour finaliser l'exécution. D'accord? كيما في الجافا كاين un bouton هكذا rouge. Si je clique إلا خلاص le programme خلاص. بصح إلا ما خلاص et je veux mettre fin à mon programme, je coche برك هذاك le bouton وخلاص l'exécution. Il met fin à l'exécution, d'accord? Donc هذا هو قلت لكم كاين get char, get ch, get che. C'est les trois fonctions qu'on utilise le plus souvent pour mettre fin à notre programme. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, madame.
Je sais pas, il nous reste l'exercice de la série, celui du factoriel. Qu'est-ce que vous préférez? Si vous n'êtes pas fatigué, on peut continuer. Si vous êtes fatigué, je le fais rapidement la semaine prochaine. Ensuite, j'entame les pointeurs. Qu'est-ce que vous préférez? Ah, Selma Belkhair a déjà écrit. Ah, il y a une qui a déjà fait l'exercice, c'est ça? Oui, il est correct, mais là, il va y avoir un problème. D'accord. Donc, l'objectif de cet exercice n'est pas de faire le factoriel, d'accord? C'est de vérifier dans quel cas on peut avoir un overflow. Un overflow, ça veut dire c'est un dépassement de capacité. D'accord. Alors, je le continue ou j'arrête? Je vois déjà que le nombre de participants a baissé de 5. Qu'est-ce que vous préférez? Madame, personnellement, je préfère un hapso. Ah. C'est trop d'informations pour une première séance. Moi aussi, madame. Ok, d'accord. Moi aussi, je suis fatiguée. En plus, j'ai un cours à l'après-midi. Donc, on arrête là. Préparez l'exercice. Donc, l'objectif, c'est de traiter l'overflow. D'accord? Donc, si je trouve que vous n'aurez pas de problème, je peux entamer la semaine prochaine en présentiel directement les pointeurs. D'accord? Allez, je vous souhaite bon courage. Merci, madame. Merci, madame. Au revoir. Merci, madame. Merci, madame.